Madame, Monsieur, bonsoir. Tourisme au menu de Questions Éco. Ce soir, la saison estivale touche à sa fin. L'occasion pour nous de faire le bilan, mais aussi de se projeter sur l'avenir du secteur qui a le plus souffert des effets de la pandémie. Le cas du Maroc n'est pas singulier puisque la pandémie de Covid-19 a été et demeure d'ailleurs une catastrophe pour le secteur touristique dans le monde entier, en particulier à cause de la chute drastique des voyages à l'étranger. Ainsi, au niveau mondial, 100 millions d'emplois ont été détruits dans le secteur depuis l'apparition de Covid-19 selon des chiffres récents qui ont été publiés par l'Office mondial du voyage et du tourisme. L'heure est-elle à l'alarmisme ou plutôt à l'action pour redonner vie au tourisme marocain qui fait vivre des millions de familles? Pour nous en parler, je reçois ce soir Wissal Gharbaoui, secrétaire général de la Confédération nationale du tourisme. Elle s'exprimera aussi sur les attentes des professionnels du secteur du nouveau gouvernement. Bienvenue à tous. Et j'ai le plaisir à présent d'accueillir depuis Rabat par Skype Wissal Gharbaoui, secrétaire général de la Confédération nationale du tourisme, la CNT. Bonsoir Wissal Gharbaoui, merci d'être avec nous. Bonsoir Hadja, bonsoir, merci de votre invitation. Donc alors que la saison estivale touche à sa fin, quel est le bilan aujourd'hui du secteur, bien sûr toutes filières confondues? Comme chacun le sait, la saison 2021 s'est limitée à 2 mois seulement, avec une activité extrêmement concentrée sur les pôles balnéaires d'Agadir et de la côte nord du Maroc. C'est une saison qui s'est limitée également à une clientèle composée essentiellement des Marocains du monde et en partie relativement réduite des Marocains résidant au Maroc, pour toutes les raisons que nous connaissons de restrictions et de difficultés liées à la mobilité que nous avons connues cet été en raison évidemment du contexte pandémique qui cet été ne s'était pas nécessairement amélioré de façon suffisante pour faciliter et fluidifier davantage et assouplir davantage les conditions de mobilité à l'intérieur de notre pays. Mais si on devait parler d'une filière en particulier qui a tiré son épingle du jeu, Wissal Gharbaoui, est-ce que ce serait les hôteliers, certainement pas les transporteurs, mais qui a tiré son épingle du jeu finalement de cette saison estivale? Personne n'a tiré son épingle du jeu. Je vais nuancer, mais à peine légèrement. La saison estivale a été une saison extrêmement courte, simplement 2 mois, une clientèle plutôt réduite, un pouvoir d'achat, rappelons-le, qui a été fortement éprouvé, que ce soit pour les Marocains au Maroc ou les Marocains du monde, en raison de multiples effets économiques de la crise sanitaire. La saison n'a donc pas été aussi florissante que nous l'aurions voulu, que nous l'aurions espéré, d'autant plus qu'elle s'est limitée, je le rappelle, à quelques unités d'hébergement dans les stations balnéaires habituellement et naturellement fréquentées lors de ces saisons-là, une pression sur les prix qui était importante également, une demande qui tardait à s'exprimer. J'ai envie de dire que l'ensemble des filières ont souffert cet été et quoi qu'il en soit, 2 mois d'activité très relative, comme je viens de le dire, ne peuvent en aucun cas remplacer 20 mois d'arrêt d'activité bientôt, avec tout ce que cela implique comme conséquence, que ce soit sur la trésorerie de ces entreprises-là, que ce soit sur leur capacité à maintenir leurs emplois, que ce soit sur leur capacité à se projeter dans l'avenir. Vous savez que l'industrie touristique, elle a ça de particulier, c'est qu'il faut toujours qu'elle ait une longueur d'avance. Si vous voulez vendre la saison estivale 2021, vous devez valider vos contrats, conclure vos accords avec vos partenaires à l'international qui vont vous distribuer en tant qu'offre et en tant que destination au minimum 6 mois à l'avance, si ce n'est 12 mois. En général, c'est ce qui s'applique, c'est 12 mois. Ça veut dire quoi? Que même aujourd'hui, à l'heure où on parle, nous sommes en début de saison d'automne-hiver, nous sommes en train de rater la saison prochaine. Donc, vous voyez, c'est une situation absolument rocambolesque que d'ailleurs, nous avons même du mal à nous expliquer. Au vu des résultats que nous lisons depuis plusieurs semaines sur l'amélioration, alhamdoulilah, on ne va pas s'en plaindre de la situation sanitaire, mais malheureusement, les signaux de la reprise tardent à venir et cela fait déjà plusieurs mois et ça fait énormément de mal au secteur et aux milliers d'entreprises qu'il représente et aux dizaines de milliers d'emplois qu'il porte.
Alors justement, vous parlez des dizaines de milliers d'emplois. Je voudrais une réaction, Wissal Gherbaoui, à une déclaration du président de la CNT, Hamid Ben Taher, qui parlait d'un décalage entre les chiffres officiels, par rapport bien sûr à l'impact de la pandémie, entre les chiffres officiels et la réalité sur le terrain. Peut-être une réaction, Wissal Gherbaoui, par rapport à cela. Pourquoi on parle de décalage aujourd'hui ? Le décalage en termes d'emploi, il est très explicable et il est, j'ai envie de dire, lié à la nature du métier de toute industrie d'ailleurs. Et je rappelle que ce n'est pas seulement quelque chose qui est spécifique à l'industrie du tourisme. De quoi s'agit-il? Il s'agit de collaborateurs et d'employés qui pointent dans les déclarations des entreprises d'intérim et des entreprises de services. Pourquoi? Parce que l'industrie touristique est une industrie saisonnière par définition et le business model, notamment en hôtellerie et aussi en restauration très souvent, il impose à ce qu'on ait cette possibilité de fluctuation des effectifs de manière à ce que les business models soient viables et économiquement tenables. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le défaut, il n'est pas... Et d'ailleurs, c'est le cas, j'ai envie de dire, aussi dans l'industrie du BTP, dans l'industrie agricole, dans l'agro-industrie. Ce n'est pas quelque chose qui est spécifique au tourisme et cela n'est pas forcément lié à une espèce d'écosystème parallèle qui est mis en place. Non, non. Cela veut dire que nous devons absolument nous intéresser au cadre réglementaire de l'emploi, que nous devons adapter le cadre réglementaire le mieux possible au contexte concret et réel des entreprises et à la nature des métiers. Et à partir de là, nous devons trouver des points de convergence pour préserver évidemment les intérêts des employés, mais pour permettre aussi aux entreprises d'avoir une dynamique suffisante qui est à la faveur de la pérennité de l'emploi, de la création d'emplois, de la création de valeur, de la formation des jeunes. Et toute cette dynamique-là, il est essentiel qu'elle soit accompagnée par un cadre juridique adapté. D'ailleurs, pendant la gestion de cette crise, nous avons eu l'occasion d'en parler avec Madame la ministre du Tourisme du gouvernement sortant, Monsieur le ministre des Finances, Monsieur le ministre de l'Emploi. Il est fondamental que l'on re-regarde avec détail et précision le cadre réglementaire qui est celui du Code du travail sur ces métiers-là et notamment l'hôtellerie et la restauration qui nous impose d'avoir des leviers qui permettent d'accompagner les spécificités d'activité ou d'exploitation avec des leviers de fluctuation d'emploi adaptés à un objectif qui est celui de la compétitivité de nos produits et de nos offres. Voilà, donc ces chiffres-là, alors ça c'est le premier volet le plus important. Mais j'ai envie de dire, parce que je lis un peu entre les lignes et dans vos pensées, si nous considérons, si la Caisse nationale de sécurité sociale considère que des entreprises sous-déclarent ou ne déclarent pas suffisamment, il y a la loi. Il y a un cadre réglementaire qui est un levier formidable et qui est imposable à tout le monde. Personne n'est au-dessus de la loi et personne n'est censé l'ignorer. Si une instance publique qui a les prérogatives d'agir estime que les chiffres ne correspondent pas, qu'elle applique la loi et qu'elle exerce ses prérogatives de contrôle, a posteriori, a priori, et qu'elle fasse le nécessaire de manière à redresser ce qui devrait être redressé, si tant est cela est avéré. Mais dans l'absolu, nous avons un vrai sujet sur la question du cadre réglementaire et son adaptation ou sa cohérence avec les spécificités de certaines industries, dont celle du tourisme. Et c'est un vrai sujet. J'espère que nous aurons l'occasion de l'aborder de manière sereine et de manière concrète avec le prochain gouvernement. Avant de parler justement de vos attentes du prochain gouvernement, donc une nouvelle feuille de route pour la CNT, pour la Confédération nationale du tourisme. Est-ce que cette question de l'emploi y figure? Et aussi, est-ce qu'on a aujourd'hui, dans cette feuille de route, on ressent quand même qu'il y a quand même de l'optimisme. L'heure n'est pas à l'alarmisme, Wissal Gherbaoui, dans cette feuille de route que vous venez de présenter. Oui, je suis d'accord. L'heure n'est pas du tout alarmiste. D'ailleurs, l'heure n'a pas été à l'alarmiste depuis le début. Vous avez remarqué, depuis 20 mois, tout le secteur, toutes les entreprises... Un peu quand même, et dans le cadre même de cette émission, j'ai reçu beaucoup de représentants des filières du tourisme, mais les faits sont là, les chiffres sont là, il y a un alarmisme, et puis surtout ce manque de visibilité fait qu'on s'inquiète et on panique. Il y a une réalité
Ce que je veux dire, c'est que depuis le début, l'ensemble de la profession a fait preuve de beaucoup de dignité, de beaucoup de retenue et de beaucoup de responsabilité. Qu'ils en soient remerciés parce que c'est extrêmement dur de voir l'effort de 30 ans d'investissement, de 30 ans de métier, de 30 ans de foi partir en fumée parce que la visibilité manque, parce qu'on prend du temps pour prendre une décision, parce qu'on ne sait pas trop à quel niveau il faut mettre le curseur. Tous ces éléments-là qui sont au demeurant explicables, en tout cas en partie. D'autres ne le sont pas du tout d'ailleurs. Tous ces éléments-là font qu'il y a eu beaucoup d'anxiété. Mais nous gardons espoir. Pourquoi? Parce que, nos fondamentaux sont solides. Nous avons un produit touristique qui tient la route. Nous avons une réputation et une image en tant que destination touristique mondiale qui tient la route. Nous avons les capacités à nous relancer et à nous redresser si tant est nous nous mettons au travail. Aujourd'hui, avec une feuille de route qui est claire, avec une stratégie efficace, avec des objectifs réalistes et surtout en restant focus sur notre première priorité, c'est celle de relancer nos entreprises pour préserver les emplois. Nos priorités aujourd'hui, hier et demain sont l'emploi et resteront l'emploi. Pourquoi? Parce que cette industrie repose sur 2 piliers essentiels. C'est le produit et les hommes et les femmes qui font que ce produit, il est bon et il est internationalement et mondialement connu. Sans ces 2 éléments-là, nous ne pouvons pas aller plus loin, nous ne pouvons pas faire de tourisme. L'expérience du tourisme, ce n'est pas les réseaux sociaux qui la font, les réseaux sociaux la véhiculent, mais ce sont les hommes et les femmes qui y travaillent au quotidien qui font cette expérience. Nous devons absolument nous remettre en ordre de marche. Nous avons perdu énormément de temps et je vous avoue, la Khadija, que nous ne comprenons pas dans la profession qu'à ce stade, nous n'ayons encore pas pu mettre le pass sanitaire qui aurait permis d'assouplir tellement les possibilités de mobilité, de fréquentation, etc. Pendant que le monde est en train de se diriger vers un abandon du pass sanitaire qui a déjà fait son effet, nous ne l'avons même pas encore mis en place. Nous continuons. Donc vous parlez de l'obligation du pass sanitaire pour accéder à des endroits publics comme c'est le cas de plusieurs pays, dont certains pays européens. Oui, pour accéder à des endroits publics, pour faire des événements, pour refaire vivre toutes les filières. Il y a plus d'une 50aine de filières qui tournent autour d'un événement. C'est pas normal que nous n'ayons pas la possibilité, là, à ce stade, avec les améliorations sanitaires que nous connaissons, avec l'évolution de la pandémie à travers le monde, avec plus de 22 millions de Marocains totalement vaccinés pour un objectif de 30 millions, je rappelle, qui a été fixé au départ. Nous ne comprenons toujours pas pourquoi est-ce que les conditions de mobilité, de fréquentation et d'exercice des services dans cette industrie n'ont pas été assouplies. C'est une très très grande souffrance pour les entreprises. Les trésoreries ont été asséchées. Certaines ont déjà commencé à entamer de la valeur, ce qui est extrêmement dangereux pour un tissu économique. Nous résistons, nous sommes optimistes pour la suite, à condition qu'on prenne les bonnes décisions et au bon moment. Ça ne sert à rien de prendre une décision convenable, mais avec 6 mois de retard, ça ne nous est pas utile. C'est aujourd'hui que nous devons remettre la machine en route. C'est aujourd'hui que nous devons programmer l'année 2022. Nous sommes déjà en retard d'ailleurs pour une partie de la saison. C'est aujourd'hui que nous devons récupérer les talents que nous avons perdus. Vous savez, la pandémie, elle fera de la casse sur les entreprises, mais elle a fait aussi de la casse déjà sur les emplois. Pourquoi? Parce qu'un salarié à qui vous donnez une indemnité forfaitaire on va dire, de dignité, que nous connaissons tous, et elle a été salutaire, fortement essentielle. Nous avons réclamé qu'elle soit maintenue jusqu'à la fin de 2021. Malheureusement, elle s'est arrêtée le 30 juin 2021. Ce salarié-là, il peut tenir avec cette indemnité forfaitaire de dignité pendant 3 mois à 6 mois, mais il ne peut pas vivre 2 ans avec ce niveau-là. Du coup, il se reconvertit ailleurs. Qui c'est qui est perdant? C'est le secteur qui a investi de l'argent pour sa formation, pour sa mise à niveau, pour lui apprendre les règles d'une marque ou d'un établissement ou d'une structure. Et pour reconstruire ce capital humain, adapté aux nouvelles exigences et aux nouveaux défis de la compétitivité, qui vont d'ailleurs être encore plus importants après la pandémie, il va falloir qu'on réinvestisse du temps que nous n'avons pas, des moyens que nous n'avons pas. Et je veux dire, c'est une équation complexe, mais il va bien falloir qu'on lui trouve une solution. Il faut qu'on s'y mette déjà depuis avant-hier. Quelles sont les autres solutions, notamment à moyen terme? Vous avez parlé de solutions à court terme, justement, pour sauver ce qui peut être sauvé dans la prochaine saison. Mais quelles sont les solutions à moyen terme, Wissal Gherbaoui?
À moyen terme, il faut d'abord que l'on prenne conscience que booster le tourisme et lui donner un élan de développement n'est pas nécessairement coûteux. Ça, c'est fondamental qu'on puisse se le dire. Il faut que l'on puisse d'abord travailler sur un levier essentiel qui est celui de la mobilité et des flux vers le Maroc. Ces flux-là, ils viennent par voie aérienne, par voie maritime. Il faut qu'on soit plus audacieux dans notre approche de ces sujets-là. Nous avons signé il y a 20 ans déjà des accords d'Open Sky. Il faut qu'on aille jusqu'au bout de la démarche de l'Open Sky. C'est une réflexion qui est en train d'être menée en interne et qu'il va falloir qu'on pousse davantage avec les autorités en charge de l'aviation civile, parce que nous estimons qu'il y a des opportunités qu'il faut savoir saisir, et nous estimons surtout que cette pandémie, elle va opérer une transformation structurelle du secteur de l'aérien, et il faut qu'on saisisse cette opportunité pour que l'on puisse donner à notre pays toutes les possibilités de saisir le maximum d'opportunités d'augmenter ces flux. Nous pouvons doubler les résultats du tourisme marocain, valeur 2019, assez rapidement et d'une manière assez simple. Il faut qu'on agisse sur ce levier de connectivité, il faut qu'on fasse venir des gens chez nous en deux fois plus de nombre, j'ai envie de dire, et de manière plus efficace, plus courte. Il y a des opérateurs pour ça, il y a des compagnies de différentes tailles, de différents types pour ça, il y a des business models qui ont fait leurs preuves. Il va falloir qu'on s'y mette, qu'on réfléchisse, qu'on mette les moyens nécessaires pour cela. Ensuite, il va falloir qu'on s'occupe aussi de remettre l'outil de production en marche. Pour ça, il faut lui redonner des capacités financières de remise en marche. Ça, c'est le rôle des banques. Donc, plus de crédit. Donc, ce n'est pas, accentuer finalement l'endettement. Non. Ce n'est pas plus de crédit que nous avons demandé. Nous avons demandé une restructuration de la dette. D'accord. Ça, c'est essentiel. Ce n'est pas nécessairement en octroyant plus d'argent, plus de crédit. C'est une aggravation de l'endettement. Absolument. C'est une restructuration de la dette. Il y a aussi un sujet fondamental que nous n'avons cessé de réclamer depuis quasiment le début de la pandémie, c'est une refonte fiscale qui fait d'ailleurs partie du contrat programme 2020-2022. La refonte du dispositif fiscal et sa simplification sont devenus des leviers essentiels pour améliorer notre compétitivité. Lorsque le monde va repartir, je l'espère, le plus vite possible, la compétition va être immense. Et il y aura de la place que pour les meilleurs. Et les meilleurs devront être parmi les premiers. Et pour être les premiers, il faut être compétitif et j'aimerais bien qu'on aille dans le détail, si vous le permettez, Wissal Gherbaoui, de comprendre davantage cette refonte fiscale que vous réclamez. Est-ce qu'il faudrait peut-être... Donnez-nous un peu plus de détails là-dessus. Oui, je vais vous donner des exemples. Prenez le secteur de la restauration. Il paye 19 taxes différentes. Enfin... c'est quelque chose à laquelle il va falloir s'atteler pour simplifier ce process, parce que d'abord c'est complexe. Ensuite, il y a des articles du dispositif fiscal qui sont en doublon ou qui sont en effet miroir. Il faut fusionner, simplifier. Nous avons fait un travail. La Fédération nationale de l'industrie hôtelière en particulier a fait un travail formidable sur un recueil fiscal très complet, très détaillé. Une équipe a travaillé dessus et elle ne s'est pas contentée des métiers d'hôtellerie, mais elle a également adressé un certain nombre de propositions pour les autres métiers. La TVA, vous savez, nous payons une TVA à 20%, sur, par exemple, le circuit de distribution, les agences de voyage. 20% de TVA, ça veut dire que à prix d'achat égal, un opérateur international qui achète dans une chaîne internationale une chambre d'hôtel de même catégorie, je dis n'importe quoi, à 50 €, il va payer au Maroc 20% de TVA. Dans un autre pays, il va payer 7% de TVA. C'est quelque chose à laquelle il va falloir répondre, parce que déjà, au point d'entrée, nous nous retrouvons avec un écart, ne serait-ce que pour cette question de TVA. Ensuite, pendant cette pandémie, nos opérateurs ont été surpris de recevoir des ordres de recettes concernant la taxe professionnelle. De quoi parle-t-on? La taxe professionnelle sur 2 années d'exercice qu'ils n'ont pas effectuées, qui est indexée sur une valeur locative qui est exigible parce qu'ils ont bien des murs. Mais enfin, à un moment donné, et vous payez des taxes d'enseigne, vous payez des taxes d'ouverture nocturne, d'ouverture matinale, voilà. C'est beaucoup trop complexe.
Il faut qu'on le simplifie. Il faut que le dispositif fiscal soit cohérent avec nos objectifs de compétitivité d'une part et ensuite avec nos objectifs de facilitation pour que l'on puisse nous assurer d'être les contribuables à la hauteur des ambitions de notre secteur. Et ça, il faut qu'on ait un travail concret, sérieux et approfondi sur cette question-là. J'espère d'ailleurs à cette occasion que la loi de finances 2022 tiendra compte de 2 années de pandémie pour un secteur qui est maintenant sinistré et qu'il y aura un certain nombre de mesures que nous avons proposées pour que l'on puisse permettre aux entreprises de repartir sans les alourdir avec des arriérés de paiement de taxes exigibles sur 2 années où il y a eu 0 activité. Et quel est votre rôle à vous, en tant que Confédération nationale du tourisme? Sur quoi vous engagez-vous? Avant qu'on parle de vos attentes du gouvernement, mais vous, en tant que Confédération, sur quoi vous engagez-vous pour également aider à faire revivre ce secteur touristique? Nous, notre engagement, il est d'abord de construire un périmètre, un cadre de collaboration d'abord en interne avec nos entreprises, que ce soit à l'échelle des métiers ou à l'échelle des régions, pour pouvoir être dans une collaboration et une concertation permanente qui tienne compte des problématiques et des spécificités, non seulement des régions, mais aussi des métiers. Ça, c'est notre rôle. Nous réunissons tout ce beau monde autour d'un certain nombre de sujets qui nous sont transverses à nous tous, et nous travaillons dessus en faisant participer le maximum de représentation et en faisant entendre la voix d'un maximum d'entreprises et d'entrepreneurs. Ensuite, nous sommes aussi nous nous fixons également pour mission de travailler sur la compétitivité. Nous devons d'être force de proposition. Nous sommes les hommes de l'art. C'est-à-dire que les propositions, nous devons les faire et les mettre sur la table en faisant en sorte d'être constamment à jour en termes de ce qui se fait de mieux au niveau international, d'assurer une veille convenable sectorielle, ce que nous peinons d'ailleurs à avoir. C'est dommage parce que nous avons un vrai sujet sur l'Observatoire du tourisme, nous avons beaucoup parlé de ce sujet-là, nous avons besoin d'outils de pilotage efficaces, de classe mondiale, qui nous permettent d'avoir des indicateurs d'aide à la décision. Nous ne pouvons pas continuer à piloter à vue, et ça c'est aussi c'est le rôle de l'Observatoire du tourisme, vous le disiez justement. Oui, mais absolument, c'est le rôle de l'Observatoire, mais je pense que les nouveaux défis exigent qu'il y ait une refonte, une restructuration des missions de l'Observatoire et de ses moyens aussi. Il ne suffit pas de fixer des missions, il faut lui donner les moyens financiers, les hommes et les femmes qu'il faut pour qu'il puisse produire ce qu'il est supposé produire, c'est-à-dire des instruments de lecture au niveau mondial et qu'il puisse nous donner des outils d'aide à la décision à tous ces patrons qui investissent depuis tellement longtemps et qui risquent tous les jours au niveau de ces entreprises. Alors, le troisième levier, c'est le levier de la durabilité. Nous ne pouvons pas envisager une industrie court-termiste. Nous souhaitons, nous le voulons, nous assumons depuis plus de 10 ans une industrie long-termiste avec une capacité assumée et volontariste de faire en sorte que chaque investissement puisse avoir un retour positif sur le périmètre dans lequel cet investissement est réalisé et la population qui est concernée par cet investissement. C'est très important que nous soyons dans cette logique-là et que nous construisons suffisamment en amont nos prévisions et nos projections dans cette logique-là. C'est le seul moyen d'avoir une industrie pérenne et une industrie qui va permettre aussi de créer non seulement l'émulation, mais aussi de maintenir une dynamique de développement socio-économique suffisante pour qu'il puisse y avoir un impact sur les indicateurs macroéconomiques de la manière la plus visible. Et en tout cas, ce secteur le mérite, il en a les moyens. Je rappelle que ce ne sont pas des choses coûteuses, c'est simplement des réformes réglementaires, des cadres. Alors justement, vous parlez de réformes. Wissal Gharbaoui, il nous reste 1 minute. Il y a beaucoup de réformes à entreprendre. On a parlé du court terme, du moyen terme. Mais quelles sont les urgences qui attendent le nouveau gouvernement? Quelles sont les urgences aujourd'hui? Vous avez 1 minute, Wissal Gharbaoui. En 1 minute, le nouveau gouvernement a pour responsabilité de mettre tous les moyens en œuvre pour maintenir le tissu des entreprises en vie, jusqu'à ce qu'il y ait une relance palpable. Tous les moyens. Nous avons signé un contrat programme le 6 août 2020. Il faut mettre en œuvre les 22 mesures qui sont dans ce contrat programme.
Seulement une a été mise en place, c'est celle d'indemnité forfaitaire. Tout le reste doit être déployé. Et non seulement il doit être déployé, mais il doit être revu et corrigé avec le contexte qui est celui d'aujourd'hui, avec la profondeur de la crise qui nous a tous dépassés, et il doit être réadapté. Nous pensons qu'on n'échappera pas à un contrat revu et corrigé 2022-2024 dans lequel il faudra s'attaquer d'abord à la préservation des emplois, ensuite à la préservation des emplois, ensuite et troisièmement à la préservation de l'emploi. Il faudra également s'occuper de la dette. C'est un vrai sujet. La crise a aggravé l'endettement non seulement des entreprises, mais aussi des personnes qui travaillent dans le secteur. C'est un sujet. Il faudra également travailler sur tout l'aspect de la compétitivité pour bien préparer la relance. Le premier jour, il faudra nous dire pourquoi on n'a pas de passe sanitaire. Qu'est-ce qu'on fait pour l'avoir? Parce qu'il faut qu'on puisse réouvrir. On ne peut plus rester à jouer à cache-cache avec cette pandémie. C'est plus possible. Il faut qu'on réouvre, qu'on reprenne le travail le plus vite possible. Sinon, les conséquences risquent malheureusement d'être extrêmement sévères sur le tissu, sur toute une industrie. Et le pire, c'est que ça risque de compromettre plus de 20 ans d'investissements qui ont été faits dans ce secteur. Et ce n'est pas du tout ce que l'on souhaite. Et nous faisons tout ce que nous pouvons, avec toute la passion qui nous anime, tout l'engagement qui est le nôtre, pour que nous puissions dépasser cet état de fait. Et cela se ressent chez vous, Issa El-Gherbaoui, secrétaire général de la Confédération nationale du tourisme. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir. C'est moi qui vous remercie. Voilà, c'est la fin de Question Éco. Très bonne soirée à tous.